أهلا بك هلال سلام عليك رمضان أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة Zeniki TV. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Zeniki TV. Ik zal het ook heel even in het Nederlands houden, want we hebben het eigenlijk over een gemeenschapscentrum of eigenlijk over een verantwoordelijke of een vertegenwoordiger van een gemeenschapscentrum hier in Brussel. Dus beste vrienden, goeiedag en welkom op Zeniki TV. En eerst en vooral wil ik Melika Saissi eens voorstellen. Melika Saissi, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. Merci pour l'invitation. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله بارك الله فيك. Comment se passe le confinement, الحجر الصحي? Comment ça se passe? On s'y habitue. On s'y habitue malgré nous, hein, on doit s'y habituer. Nos agendas changent. On vit différemment et on va vivre différemment, bien évidemment. Je crois que oui, il y a l'avant, le pendant et l'après. Alors, chers amis, Melika Saissi, beaucoup la connaissent, bien entendu. C'est une femme active, même très active, plus de 25 ans, responsable de projet chez Vart Kapoen. Vart Kapoen à Molenbeek, donc gemeenschapscentrum, donc c'est donc un centre communautaire flamand. Et donc, à côté de tout ce qu'elle fait, elle va nous l'expliquer. Elle est aussi active dans pas mal d'autres choses pour aider les gens, etc. Et puis, nous sommes aussi intéressés par la dernière activité, ou plutôt le dernier projet que vous avez mis en place, c'est Allo Corona. Donc, on va parler de tout ça. Alors, très rapidement, c'est qui Melika Saissi? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une personne plurielle, qui est toujours autant curieuse, toujours autant aussi provocatrice, dans le sens sain du terme, chercher à casser les tabous, mais dans le but de unifier, de concilier les générations, la diversité, surtout provoquer des discussions dans le but surtout de ne pas condamner, mais plutôt de oser. Je pense, avec toute ma modestie, avoir été cette personne pendant ma carrière qui a osé parler des sujets les plus délicats. Et je dois dire que voilà, aujourd'hui, on est dans l'ère du temps, on est dans une nouvelle ère, on est dans chaque fois, la vie nous amène à une situation qui n'est pas parfois choisie par l'humain, et qu'elle vient, elle est là, c'est l'actualité. Je suis quelqu'un qui suit de très très belle actualité et qui aime l'action, mais l'action positive. Alors, chère Melika Saissi, il n'est pas évident pour une personne, femme, une femme d'être justement dans cette position aussi de coordinatrice, responsable de projet dans une commune plurielle, plus de 180 nationalités différentes, etc. Je connais votre lutte pour la mixité, je vous suis, nous avons aussi collaboré dans pas mal je dirais, d'actions pour essayer effectivement d'amener une certaine, comme vous dites, pluralité. Expliquez-moi, en tant que femme, comment vous vivez vos projets, vous vivez justement vos actions? Je dois dire que j'ai toujours été respectée par le côté masculin des personnes avec qui je travaille ou avec les personnes que j'interpelle, que ce soit des experts sur la thématique. Je me focus pas sur le genre de la personne, loin de là. D'ailleurs, je suis même une des premières à avoir, en tant que musulmane, parlé de l'homosexualité. Je me limite pas. Je suis vraiment dans le sens pluriel. Je n'ai pas d'a priori sur le genre ou je suis sur le contenu. Je travaille sur le contenu des projets. Et le contenu des projets, c'est la force où justement nous sommes une plateforme, et que ce soit féminin ou masculin, bien au contraire, on a évolué. À savoir que Kaléidoscope, dans le temps, c'était un Dell Working au sein du Vart Kapoen. Aujourd'hui, il n'existe même plus, mais je le dis dans le sens positif.
tellement qu'on s'est élargi. Kaléidoscope n'est plus une organisation de femmes. Elle est née en tant qu'organisation de femmes parce que dans les années 90, les femmes avaient cette difficulté. Le public cible à cette époque-là n'est pas le public cible aujourd'hui. Il y avait la difficulté d'avoir même un homme technicien dans les pièces de théâtre qu'on organisait ou dans les débats. Mais avec le temps et sans frustrer, et surtout le point le plus important, en respectant la culture de l'autre, en respectant la tradition de l'autre, la religion de l'autre, son identité, sa base, ses racines, on a pu tout doucement évoluer à ce que maintenant certaines questions ne se posent même plus. Maintenant, nous sommes sur les besoins communs, qu'on soit homme ou femme. Il y a aussi des victimes en tant qu'homme, il y a des victimes en tant que femme. Aujourd'hui, la pauvreté, aujourd'hui à l'heure actuelle que je vous parle, dû au coronavirus, quand on distribue des colis, il y a des hommes et des femmes. Et c'est intergénérationnel, c'est une diversité de personnes, même de différentes origines. Je crois que ce serait perdre notre temps que de commencer à se focuser sur un genre plus qu'un autre. Mais bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose, c'est que ça prend encore tout de même du temps, malgré le beau travail que vous faites, vous et d'autres femmes, d'autres hommes, dans le secteur associatif. Il est encore pas tout à fait évident pour que, je dirais, dans des communes comme Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, que les femmes puissent se rendre, par exemple, dans un café du coin. Alors que, justement, on en avait longuement discuté, les femmes disent oui, mais par exemple, oui, dans un café, il n'y a que des hommes. Mais si la femme ne vient jamais, mais il y aura toujours que des hommes. Quel est votre avis là-dessus? Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, je trouve que quand vous faites l'exercice et quand vous sortez, vous allez voir qu'aujourd'hui même, c'est devenu une habitude que les femmes mangent à l'extérieur, ce qui ne se faisait pas dans le temps. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est très à la mode d'aller au Délice Coffee, manger une crêpe. C'est un petit peu maintenant une habitude dans les familles de dire voilà, on sort. Ce qui n'était pas dans les années 90, les années 80, ce n'était pas possible, ou c'était très mal vu. Maintenant, il y a des cafés qui restent des cafés des hommes, je ne le cache pas. Les cafés de la gare du Midi, c'est les hommes qui en ont fait un petit peu leur terrain, leur propriété, mais dans le sens propre également. Les premiers cafés où nos parents de la première génération venaient de l'étranger, avant même le regroupement familial, quand la Belgique avait besoin des immigrés pour la main-d'œuvre, où est-ce qu'ils se donnaient rendez-vous? Ils se donnaient rendez-vous dans les cafés de la gare du Midi. Et certains cafés ont encore cet esprit, hein, où les hommes se rencontrent. Peut-être ou peut-être pas, parce que les cafés dans le temps, même dans les années 40, après la guerre, en Belgique, les cafés étaient encore pour les hommes. Et puis à un moment donné, les femmes ont pris leur place et les hommes leur ont donné leur place. Est-ce que vous n'avez pas l'impression est-ce que vous avez essayé avec, vous essayez toujours de contribuer à cette mixité. Je prends exemple d'un des projets que vous aviez fait à l'époque, rappelez-moi, artiste… Action cher citoyen. Donc, acteur cher citoyen ou artiste Zuchtburger. Donc, vous avez fait, c'est une belle initiative et ça avait réussi. Mais le souci, c'est que ça réussit pendant, je dirais, le projet, mais après, il n'y a plus de fréquentation de temps en temps de ces mêmes femmes qui ont fréquenté ces lieux, entre guillemets, purement masculins. Comment vous expliquez ça? Il ne faut pas tout mélanger. Je pense que quand on apporte un projet, le projet, il commence à A et il finit à Z. Donc, il y a un projet où on a amené des artistes à changer un petit peu l'esprit du café, que de rester juste autour d'une table et de boire un café, mais d'y apporter une animation culturelle, une animation artistique. L'animation, à un moment donné, elle s'arrête parce que le budget aussi s'arrête. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire pour tous les projets. Je vais vous donner un exemple. Aussi bien dans Action Cher Citoyen, nous avons amené des femmes à aller au musée. Mais on ne les amène pas comme ça en claquant les doigts quand on sait qu'on n'a pas grandi dans une encyclopédie, on sait qu'on n'a pas grandi avec cette habitude d'aller au musée. On s'ennuyait dans les musées, ça ne nous parlait pas les musées. Et pour certaines personnes, ça ne parle toujours pas. Donc moi-même aujourd'hui, même en ayant des enfants qui sont dans qui sont dans une bibliothèque quelque part, il y a mon aîné, il est intéressé par le musée, mais le jeune, pas du tout, le cadet, pas du tout. Ça lui parle pas. Ce qu'on a envie de faire au sein du Var Kapoen, c'est que d'une manière stratégique,
dans le respect de la personne, en respectant son parcours et son identité, ne rien imposer. Quand nous avons amené les femmes à aller voir, à aller au musée, on ne l'a pas fait en claquant les doigts, on les a amenées à connaître un personnage qui est Frida Kahlo, qui est une femme, une artiste, une battante, qui à travers son handicap et à travers justement le féminin de cette personne, elle s'est battue dans le monde artistique dans les années 70 pour pouvoir être reconnue comme artiste femme. Et là, les femmes se sont intéressées. Donc, on a fait un travail au sein du VK. Nous avons amené Frida Kahlo au Vart Kapoen pour après pouvoir aller la voir dans le musée. Et puis là, ça parle aux femmes. On a vu des femmes à ce moment-là qui restaient plus d'1 heure à regarder le tableau de Frida Kahlo parce qu'ils connaissent son histoire. Et il y a un temps pour tout. Mais ce qui est très important, et j'insiste, on n'impose pas. Avec le public cible, c'est comme pour les enfants, on leur dit goûtez ce plat, si vous n'aimez pas, au moins vous l'aurez goûté et vous avez votre propre jugement. S'il y a des femmes qui ne vont pas dans le café, dans certains cafés, si ça ne leur parle pas, ça ne leur parle pas, il faut les respecter. S'il y a des personnes qui ne vont pas au musée quotidiennement et qui y ont été occasionnellement et que ça leur parle ou que ça ne leur parle pas, il faut le respecter. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Malika Saïsi. Une chose, c'est que personnellement, donc je fais mes sondages en rue et souvent les femmes se plaignent. Les femmes se plaignent, c'est pour ça que c'est un sujet pour ma part qui est très très important. Elles se disent bon voilà, il y a les cafés, il y a que des hommes, les terrasses elles sont bondées que des hommes, on a du mal à passer devant ces terrasses. Quand on passe, on se sent mal à l'aise. Quand on passe, on pense être déshabillé, etc., etc. Et puis d'un autre côté, quand je vais parler aux hommes, eh ben les hommes ils sont hyper respectueux. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, comme chez les femmes. Ils sont hyper respectueux. Quand une femme arrive, ils tournent même la tête de l'autre côté par respect, etc. Et puis finalement, il y a, parce que je sais que vous travaillez sur ce projet de pouvoir être dans une ambiance de mixité et dans le respect, mais on n'est pas encore arrivé finalement. On n'est pas encore réellement arrivé parce que moi je parle maintenant de la femme orientale, parce que la femme occidentale elle vient dans un café à Molenbeek, elle s'installe et tout, il n'y a personne qui la regarde, elle ne regarde personne, elle est là à l'aise. Parce qu'elle est elle a effectivement une autre culture, effectivement. Et la femme orientale, j'ai l'impression quand elle sort de chez elle, dans les quartiers où il y a une densité orientale, elle sort déjà avec des préjugés de l'époque. Mais les hommes, ils ont aussi évolué dans le sens. Tout d'abord, moi je ne pense pas qu'il y a des femmes orientales et des femmes occidentales. Nous sommes issus de l'immigration, nous sommes occidentales par géographiquement parlant, le lieu dans lequel nous sommes nés. Donc nous sommes nés dans l'Occident et nous avons des origines orientales. Donc c'est pour ça que je dis les femmes sont plurielles et c'est une richesse. C'est une énorme richesse. Moi je crois que bien au contraire, quand vous regardez maintenant la situation du confinement, beaucoup de femmes attendent de pouvoir sortir pour être en terrasse. Je vous invite à faire l'exercice et même avec moi, vous allez voir après le confinement, si vous faites juste dans le périmètre local ici à Molenbeek et vous passez la chaussée de Gand, vous allez voir tous les snacks, toutes les terrasses, tous les cafés, à l'exception, je vais y venir, je sais à quel café vous faites allusion. Vous allez voir... Je ne parle pas d'un café, donc je parle de plusieurs cafés, mais moi, que ce soit à Molenbeek ou à la Gare du Midi ou à Schaerbeek. Mais moi, je vais en citer quelques-uns. Moi, je dis toujours que ma réalité, c'est ma vérité. Donc, je vais vous donner ma réalité. Donc, si vous faites l'exercice après le confinement, vous allez voir que ça va être bondé de monde, la chaussée de Gand et les snacks et les cafés et Délice Coffee, etc., etc. Le panorama, vous allez voir énormément de femmes de deuxième. Disons que j'aimerais, ça ne vous dérange pas, nous n'allons pas citer les noms d'enseignes, ni même je dirais, un axe particulier, parce que je prends Molenbeek, c'est une très grande commune où il y a des beaux axes de tous les côtés. Alors, je dirais, si nous devons parler des cafés, parlons de manière générale, et que les femmes et les hommes puissent s'y rendre de manière libre, sans qu'on fasse des publicités. Non, je ne fais pas de la publicité pour l'un ou l'autre café, je suis en train juste de citer l'environnement dans lequel je vis. D'accord. Voilà, l'environnement en tout cas dans lequel je vis, pour ceux qui me connaissent et qui savent où on vit, ou en tout cas l'environnement ici autour du Vart Kapoen, vous ferez l'exercice. Franchement, vous allez voir que les espaces publics sont de plus en plus mixtes et familiales. On voit toute génération, les grands-parents, les parents, etc. Mais il est vrai, certains cafés
de par leur infrastructure, de par le fait qu'il y a une terrasse qui est étroite et qu'il y a des tables et des chaises, il y a des terrasses qui ne sont pas adaptées, il y a des lieux de terrasse qui ne sont pas adaptés pour des terrasses. Alors ça devient très étroit. Si on fait l'exercice, dans certains cafés que je connais, si moi, bon aujourd'hui c'est plus le cas parce que mes enfants c'est des ados, mais si j'étais avec une poussette, je sais qu'il y a certains cafés où je serais presque en train de bouger les tables et les chaises. Et là, ça devient une situation de difficulté et de jugement. Et là, c'est très négatif parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça crée que la femme, avec la poussette, la maman ne trouve pas sa place. Il y a aussi un autre aspect. Vous allez voir certains cafés, de par le fait que la terrasse ne sont pas très bien adaptées, ne sont pas très bien, et vous n'avez pas que ça que pour des terrasses, vous avez aussi les rôtissoirs des bouchers. Parfois, il y a des trottoirs tellement étroits. Vous allez voir, il y a un monsieur qui est en train de rôtir le poulet devant sa boucherie. C'est pas évident. Mais vous allez voir aussi qu'il y a certains, et ça c'est à revisiter l'emplacement des terrasses. Vous allez voir aussi que les terrasses sont tellement étroites et que les personnes sont installées de manière à ce qu'ils voient ce qu'ils ont en face d'eux. Donc, quand ils donnent le dos au café et ils regardent comme en rang, comme s'ils étaient dans un cinéma. Et les femmes se sentent parfois vulnérables, déshabillées par le regard des hommes. Mais moi, je pense que le travail, d'abord, il faut voir l'infrastructure et changer et modifier un peu cela. Moi, je trouve que les trottoirs qui sont trop étroits, il n'y a pas lieu de faire terrasse. Parce que la dame, c'est même très dangereux parce que quand il y a un cycliste qui passe, il y a la poussette et il y a la dame. Et puis, il y a un travail de mentalité, mais je ne pense pas que ce soit vraiment pour... Je crois que tout le monde veut trouver sa place, mais parfois, c'est tellement étroit qu'on est l'un sur l'autre et ça crée des tensions. Mais tout ça, c'est à revisiter. Et puis, bien évidemment, moi, je trouve qu'une personne doit faire un travail sur elle-même, à se dire qu'au moment où elle se sent déshabillée par un homme, par le regard, où elle se sent visée ou quoi que ce soit, où elle est mal dans sa peau, elle doit faire un travail sur elle-même en disant qu'elle est publique. La femme, quand elle sort, elle est publique. L'homme, quand il sort, il est public. Le trottoir, c'est un lieu public. Les terrasses, c'est un lieu public. Il faut renforcer un petit peu la femme, qu'elle ne le voit pas de manière négative, toujours. C'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, que la femme, dans tous les cas, devrait, comme vous dites, être renforcée. Peut-être qu'elle l'est aujourd'hui, et que lorsqu'elle sort, elle doit pouvoir faire face au regard. Parce que souvent, vous savez, je me suis penché sur la question il y a quelques années dans un documentaire aussi, et souvent, on a une personne qui regarde vers une certaine direction, et on croit qu'il est en train de se focaliser sur une personne bien précise. Mais c'est souvent pas le cas. La personne, elle a son esprit ailleurs, et elle réfléchit à autre chose, et on pense qu'elle regarde une personne. Et souvent, il y a je dirais parfois des mauvaises interprétations des regards de certains. Bien entendu, il y a aussi des personnes, certains hommes qui sont, il faut le dire la réalité, non respectueux, mal élevés. C'est souvent propre à son éducation, et on ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas donné cette éducation de tout simplement, quand une personne passe, un premier regard, on peut regarder, tout le monde regarde, on ne va pas aller contre un poteau, mais qu'on ne reste pas, comme vous dites, déshabiller une personne, c'est indécent, ça c'est clair. C'est un travail qu'on doit faire à l'intérieur, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et vous savez, je crois que c'est le philosophe, j'ai oublié son nom. Il y a un philosophe dont j'ai oublié le nom qui disait « Oh mon Dieu, pourquoi tu fais que sur mon chemin il y a une carafe de vin? Oh mon Dieu, pourquoi tu fais que j'en ai bu ?» Vous savez, à un moment donné sur notre chemin, et ce serait tricher de dire le contraire, on a tous regardé un homme ou une femme. Pas nécessairement dans un esprit malsain, parce que par moment, voilà, on voit quelque chose sur notre chemin qui attire notre attention. Mais comment voulez-vous que les hommes et les femmes se rencontrent et qu'ils créent une progéniture? Comment voulez-vous, si on ne se voit pas, si on ne se regarde pas? C'est pas tout. Dans le respect. Dans le respect. Moi, je rêverais que ici à Bruxelles, et particulièrement dans ma commune que j'aime, qu'il y a tellement de belles places, la place Saint-Jean-Baptiste, la place communale, il y a plein de belles petites ruelles qui donnent sur des belles petites rues, et qu'on en fasse un peu comme les rues de Barcelone, comme la Plaça Catalunya, comme vraiment toute cette belle terrasse colorée et mixte, et où tout le monde se sent bien à l'aise, où
où effectivement, quand on voit un homme ou une femme se tenir par la main, on ne soit pas choqué. Quand on voit des gens qui s'aiment et qui sont généreux en amour, on ne soit pas choqué. Quand on voit que, voilà, des limites. Voilà. Mais effectivement, quand on parle de Molenbeek, c'est une commune dans laquelle j'ai grandi, où j'ai passé quasi toute ma vie aussi. Hein, donc, mais bon, Molenbeek, on pourrait est légèrement différente d'Anderlecht, mais c'est aussi sympa de l'autre côté. Schaerbeek, Saint-Gilles. Mais c'est vrai que, par exemple, Saint-Gilles, j'ai l'impression, mais en tout cas c'est mon regard personnel, que Saint-Gilles a réussi dans cette mixité, dans ce vivre ensemble mixé sans préjugés. Est-ce que vous partagez le même avis que moi? Oui, Saint-Gilles, vous parlez de la place Bethléem, hein? Oui, Saint-Gilles. Oui, Saint-Gilles de manière générale. Oui. Oui, oui, il y a beaucoup de latinos, etc. En fait, c'est une ville, j'ai l'impression que Molenbeek, c'est aussi une ville transit, beaucoup de passages, c'est une ville jeune. Et ce qui manque plutôt, la diversité, moi je me souviens quand il y avait le café sur le coin de la place communale, avec... Oui, maintenant le nom ne m'arrive pas, mais avec Mohamed Touchen, c'était un très très beau projet. Et c'est à ça qu'on doit réfléchir. Et pas commencer à avoir des boulangeries à côté des boulangeries, des snacks à côté des snacks, mais des projets comme celui de Mohamed Touchen sur la place communale attirait une grande diversité. Et son espace était exploité par la diversité. Et c'était tellement petit, vu le nombre de gens qui s'y intéressaient, que la place communale était aussi exploitée dans cette diversité artistique et c'était magnifique. Mais juste peut-être, arrêtons de parler des cafés et parlons plutôt justement de cette jeunesse. Pourquoi les jeunes couples ne se tiennent pas par la main? Ici, au fait, ça, honnêtement, je n'ai pas réellement, je ne me suis pas penché sur ce point-là, mais on pourrait éventuellement, on peut en discuter. Oui, c'est une question. Pourquoi on se tient? Maintenant, moi, personnellement, je ne pourrais pas rentrer dans cette discussion dans le sens où je vais commencer à observer justement ce point-là. Parce que finalement, pour ma part, de se tenir à la main ou de ne pas se tenir, c'est une liberté de chacun, vu que je suis... bien entendu, partout sur Bruxelles, je n'ai pas réellement fait la différence. Moi, je vois des gens qui se tiennent la main, mais je ne me suis pas réellement focalisé sur les quartiers, par exemple, à Molenbeek. Oui, ben dans la communauté maghrébine, des jeunes qui se tiennent par la main ou des couples qui se tiennent par la main, c'est compliqué pour eux. Par contre... Ah bon? Oui, ah ben, vous m'étonnez, parce que moi j'en vois à Molenbeek. Hein. Moi j'en vois des gens, même dans certains cas, je dirais, orthodoxes, dans leur confession musulmane, hommes-femmes, et ils se tiennent par la main d'une manière très très amoureuse, et je trouve ça vraiment très sympa. J'en vois, moi j'en vois. Ben, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai observé ça en vous disant que quand je voyage dans des belles places dans le monde, je vois qu'il y a une visibilité, une harmonie avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Je ne dis pas que ça doit être comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit respecter. Mais je crois qu'il y a des frustrations, il y a des peurs, il y a la honte, il y a la gêne. Oui, voilà. Oui. Mais justement, qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur associatif, faites, ou ce que vous pouvez faire justement pour casser ces clichés et cette gêne, que les choses deviennent homogènes? En parler. Parce que vous avez déjà, je vous rappelle un peu, je vous rafraîchis un peu la mémoire parce que nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons fait des choses ensemble et je vous suis aussi également. Vous avez fait, j'ai même été convié à un moment donné, on a fait des tours avec d'autres femmes, on a fait des tours de café de Molenbeek, on s'est installé. Vous m'avez dit à l'époque, venez avec nous, on va juste s'installer, on va s'imposer dans des cafés, on verra bien. Et ça s'est bien passé à l'époque justement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui encore les femmes sont encore hésitantes pour aller d'elles-mêmes sans que vous soyez là? Ben, pour les cafés, je pense que quand ils voient, c'est aussi une question de respect toujours. Quand ils voient, la femme a besoin d'être à l'aise. Elle a besoin d'être à l'aise. Des cafés où il y a 99% d'hommes et un grand écran où on voit Al Jazeera ou un match de foot, moi personnellement, ça ne m'inspire pas non plus. Je préfère encore aller dans un café... Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Madame Malika. Mais si, ça c'est, je vous dis tout simplement ma constatation, parce qu'il y a une plainte encore aujourd'hui, depuis des années, des femmes comme quoi elles n'ont pas leur place dans certains lieux, et les lieux en question, ils disent, mais écoutez, tout le monde est le bienvenu. Mais si maintenant,
c'est une question que je vous pose. Si maintenant la femme arrive régulièrement à cet endroit, ça veut dire que la clientèle va être mixte. Ça va changer. Les uitbaters, donc les gérants de ces cafés vont certainement aussi changer leur fusil d'épaule. On dit, tiens, finalement, notre clientèle, elle est maintenant différente, elle est plurielle. Al Jazeera n'est plus du tout d'actualité par rapport à tout ça, et on va changer notre offre. Est-ce que ce ne serait pas justement pousser ces gérants à s'adapter à une société beaucoup plus plurielle? Non, mais les gérants, que ce soit par la loi ou que ce soit par leur volonté, ils veulent cette mixité. Ils n'ont pas de problème avec cette mixité. En plus, aujourd'hui, il n'y a plus que le thé à la menthe et le café. On voit que même il y a un panel, il y a des cartes qui sont présentées avec une cuisine du monde ou avec des plats ou avec... c'est magnifique. Les gérants n'ont aucun problème. J'en connais beaucoup. On a fait ce test-là. On a été vers les gérants. Et ils ne demandent pas mieux que ce soit familial. En fait, ils ne ciblent pas homme ou femme. Ils ne demandent pas mieux que ce soit vraiment familial, toutes les générations confondues dans la famille. Donc, on est d'accord, Madame Malika, que les gérants ne demandent pas mieux et qu'il ne faut plus que les femmes se déplacent et aillent prendre leur place. Oui, mais d'un côté, quand on voit que le café où il n'y a que des hommes et qu'à même pas 100 mètres, il y a un café où il y a une mixité qui est beaucoup plus visible, la femme a automatiquement cette tendance d'aller au café à côté où il y a cette mixité. Elle est beaucoup plus à l'aise quand elle voit qu'il y a un café juste à côté. C'est ça en fait, il y a beaucoup de cafés. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de styles de café. Et donc, je ne pense pas que la femme a des difficultés de rentrer dans ce café. On a fait cet exercice. La femme n'a pas de difficulté, mais elle préférerait effectivement... Vous, Madame Malika, on n'a pas de difficulté, mais je vous assure que beaucoup de femmes me disent, Hassan, nous, on ne va pas aller là. Elles se plaignent. Mais quand je leur dis, écoutez, mais allez-y. Ah non, on ne peut pas. Et on ne peut pas parce que, bon, voilà, il y a le regard, il y a peut-être que je vais rencontrer mon grand frère, peut-être que je vais rencontrer l'oncle de l'oncle et de l'oncle. On ne s'en sort plus. Mais écoutez, de toute façon, c'est une discussion à laquelle nous reviendrons certainement encore. Ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est une première rencontre. J'espère pouvoir encore bénéficier de votre temps la semaine prochaine ou la semaine d'après pour replonger un peu dans les faits de la société. Je pense que vous êtes active dans la société pour l'améliorer. Je connais votre engagement. Et au fait, maintenant, en parlant, effectivement, revenir aux jeunes. Vous avez parlé des jeunes. Et effectivement, nous observons que effectivement, il y a une solidarité extraordinaire depuis le début du confinement. Et ça continue. Vous, quel est votre rôle, je dirais, dans cette crise sanitaire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez dans vos actions dans le cadre du Valcapoun ou bien en parallèle, vous faites autre chose? Tout d'abord, vous avez parlé des jeunes et c'est magnifique à savoir que la commune de Molenbeek est jeune. Elle est très jeune. Et cet élan de solidarité démontre bien que les jeunes sont les ambassadeurs de demain et qu'ils ont vraiment les capacités de gérer. Quand on voit en si peu de temps comment est-ce qu'ils ont géré des structures, leur temps, leur volonté, leur professionnalisme, dans le respect des lois, de la distance sociale. Distanciation sociale. Distanciation sociale. C'est compliqué. Voilà. Et aussi bien dans le respect de la politique, dans le respect, on peut être fier. On peut être fier. Ne pensez-vous pas que depuis, avant même les attentats et après même les attentats, on ne leur a pas vraiment donné la chance de pouvoir se développer? C'est très simple. Nous sommes tout à fait d'accord, Madame Malika, que les jeunes Molenbeekois, depuis toujours, vous savez, moi j'ai grandi à Molenbeek, 40 ans à Molenbeek, c'est toute ma vie quasi, et nous avons toujours, depuis toujours, cette communauté discriminée, elle a été stigmatisée, il y a eu des amalgames, tout ça, onterecht, totalement sans droit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit tout de même consacrer un moment assez important par rapport à cette jeunesse qui, elle, de manière, j'espère que vous allez me le confirmer, de manière totalement indépendante, de manière bénévole, ils vont chercher dans leur poche pour aider donc le prochain, aider son voisin, et sans qu'on leur a
demander quoi que ce soit. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on leur a demandé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu leur dire, écoutez, venez nous aider, ou bien c'est une initiative venant de leur part? Non, c'est une volonté propre et ça démontre bien. Mais je voulais juste dire justement, comme ça je termine par rapport à l'investissement. L'investissement, je l'ai dit et je le dirai toujours, était zéro. On a investi après les attentats dans la sécurité de l'État, il n'y a pas de problème, plus de répression, plus de contrôle, il n'y a pas de problème. On a régressé le fossé entre les autorités policières ont encore été beaucoup plus... Alors qu'à ce moment-là, on aurait pu avoir cette opportunité de faire un travail. C'était un problème, c'était un problème. Et en plus, les investissements, c'était des milliards au niveau européen, des millions au niveau local pour voir des chars dans tous les coins et des militaires dans tous les coins qui étaient utiles à rien finalement parce que on portait tous des sacs et on pouvait porter des sacs avec des bombes. Donc, je veux dire, moi, je ne me sentais pas vraiment... Surtout que le problème ne venait pas de Molenbeek. Hein. Molenbeek n'était pas le terreau fertile pour le terrorisme, comme beaucoup ont prétendu. Ça vient bien d'ailleurs. Hein. On est bien qu'on soit bien d'accord. Tout à fait. Je sais que le sujet maintenant n'est pas la question de la radicalisation, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas tiré de leçons. On n'a pas tiré de leçons. J'espère que maintenant, avec le Covid-19, on puisse voir cet élan de solidarité. Vous savez, la solidarité, ce n'est qu'un mot. Mais sur le terrain, c'est plus que ça. Le travail qui est effectué maintenant, où je ne sais même pas vous compter combien de repas, combien de dons, sans subside, ont été partagés. Quelle force! Parce que le mot solidarité, c'est court, c'est simple. C'est une fraction de seconde, ce mot. Mais le travail, c'est un travail jour et nuit acharné, debout, très tôt le matin, et il pense aux autres avant de penser à soi. Et si les politiques pensaient comme ça, ce serait magnifique. Vous avez tout à fait raison. Nous sillons bien sûr les rues pour savoir un peu comment ça se passe. D'ailleurs, avant-hier, nous avons fait, ou hier, je pense, nous avons fait un reportage sur une des associations. Elles sont multiples, ces associations, et ces jeunes qui sont actifs bénévolement. Et effectivement, ils préparent des repas, ils préparent des harira maintenant pendant le ramadan, ils préparent des paniers de vie pour les gens, etc. Et c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai eu effectivement des témoignages de familles qui disaient qu'effectivement c'était extraordinaire que des jeunes montaient jusque dans le 4e étage et disaient non mais restez chez vous, nous allons monter jusqu'à chez vous. Donc ils sont aussi comme les infirmiers, comme les infirmières et les médecins en première ligne finalement, ils prennent des risques et on ne peut que franchement les saluer. Effectivement, on doit consacrer, je pense, à un moment important dans cette première rencontre avec vous pour parler de la jeunesse molenbeekoise. Et je vous assure, je prends, je dirais, mon expérience personnelle. Dans cette jeunesse, plus de 20 000 jeunes molenbeekois, moins de 25 ans, il y a parmi eux qui, voilà, malheureusement, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont parfois suivi une direction qui ne soit pas tout à fait correcte. Et ces mêmes jeunes-là, groupuscule de groupe, ces mêmes jeunes-là sont aussi bénévoles et solidaires. Et ça m'a vraiment, personnellement, réjoui, ça m'a chauffé le cœur. Et c'est quand même extraordinaire. Cette personne que je voyais dealer hier, aujourd'hui, il est en train de faire de la solidarité avec ceux qui n'ont pas. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de personnes? Mais écoutez, dans la vie en général, dans cette période ou pas cette période, beaucoup de jeunes et moins jeunes ont dérapé. Mais à un moment donné, il faut leur donner la chance. Il ne faut pas les exclure. Et parfois, c'est ce qui manque. C'est quand une personne aurait dérapé, on la rejette directement et cette personne n'existe plus pour la société. Et ça, c'est très dangereux parce qu'elle ne trouve pas sa place. Et quand on ne trouve pas sa place, on est en colère, on est frustré et on devient en soi un cocktail Molotov. J'ai envie de dire que les jeunes, il faut arrêter de dire que les jeunes, ils sont rien. On peut dire d'un jeune, tu ne sais rien, parce que le savoir est un océan. Mais de dire à des jeunes, vous n'êtes rien, c'est dramatique. Parce que les jeunes qui sont, on les connaît ces jeunes. Et parmi eux, il y a des jeunes à qui on a dit, tu n'es rien. Aujourd'hui, ils sont en train de prouver dans une dynamique spontanée, autonome, qu'ils sont quelque chose. Je dois dire ils sont tout finalement pour certaines personnes. Ils sont tout pour cette vieille personne qui n'a rien, ils sont tout. Et je crois qu'ils ont compris aussi qu'ils ne sont plus dans cette question de victimisation. Il faut arrêter dans la victimisation. Ils ont vu que le verre est à moitié plein et qu'ils ont des acquis et qu'ils ont une intelligence et qu'ils ont des outils. Madame Malika Saïsi, j'aimerais aussi parler d'un point assez important qui rejoint la jeunesse, c'est l'attitude de certains corps de police ou certains agents policiers par rapport à ces jeunes. Donc nous avons connu pas mal de bavures ces derniers temps
de la police. Toute la police n'est pas mauvaise. Il faut bien sûr saluer tous ces gens qui respectent leur uniforme et qui sont aussi en première ligne. Ça, je le dis, je le dirai toujours. Mais malheureusement, dans un panier, tous les poissons ne sont pas frais. Il y a certains qui pourrissent cette image et qui n'ont pas compris quel était réellement leur engagement. Alors, vous l'avez dit au début, il y a une clause, donc il y a, je dirais, un écart qui s'est créé entre la police et la jeunesse. Donc la police, de manière générale, on l'aura miroité une image de cette jeunesse, et cette image qui n'est pas juste. Et par la même occasion, de l'autre côté, on a aussi miroité une image mauvaise sur la police qui n'est pas juste non plus, pas de manière générale, chez les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on voit ici, ils se voient comme étant ennemis l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que des écloses, donc cet écart, je dirais, soit, je dirais, supprimé et que cette jeunesse puisse retrouver la confiance sur la police et vice-versa, parce qu'il y a un manque de confiance totale entre les deux. Ben, comme vous dites, on ne va pas généraliser, hein. Pas tous les catholiques sont pédophiles et pas tous les flics sont violents, hein. Mais on ne va pas me faire croire que la violence policière n'existe pas. Il y a une violence policière, il ne faut pas généraliser, vous savez, c'est comme pour les jeunes issus de l'immigration ou des jeunes maghrébins nés en Belgique, on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont… Vous savez, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, moi, je suis optimiste. Moi, je vois cette forêt qui pousse. On le voit là maintenant, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a plein de jeunes, quartier Chicago, Annesens, Molenbeek, qui retroussent les manches pour la bonne cause et la cause commune. Parce qu'à savoir, et ça c'est important, c'est que je préfère encore cette période de confinement pendant le mois de Ramadan, comme on le vit maintenant, comme on l'a vécu dans le passé. Parce que moi, j'ai appris quelque chose, et je crois qu'on a tous appris quelque chose. C'est que le repas qui se distribuait pendant la période du Ramadan n'était que pour les musulmans au sein de la mosquée. Aujourd'hui, on donne à tout le monde, sans exception. On a toute origine qui vient toquer à notre porte pour un colis alimentaire. Et ça, on aura gagné parce que avec le confinement, avec le coronavirus, on a beaucoup à gagner. Et pour revenir à votre question, c'est maintenant qu'on a beaucoup à gagner. C'est maintenant plus que jamais. Parce que le coronavirus, le Covid-19, tout le monde est touché, même la police est touchée. Donc c'est maintenant justement dans cette difficulté où on doit avoir cette empathie. Il serait temps, et j'ai interpellé la bourgmestre déjà, pour dire que la police de Molenbeek, que tous les responsables de corps de police devraient faire un travail ensemble. Il suffit d'aller dans nos pays voisins. La Hollande fait un travail exceptionnel. Et il faut le faire en préventif. Absolument, il faut une certaine proximité de la police avec la population et surtout avec les jeunes. Et effectivement, vous avez cité la Hollande, on peut citer la Suède, on peut citer l'Allemagne, on peut citer l'Espagne. Vous savez, dans mon métier, je voyage aussi beaucoup. Le fait de rire avec un policier, c'est très aisé, c'est très facile. Le fait de sourire, c'est lui-même qui va même venir vers vous. Si vous êtes en Hollande, vous dites, tiens, j'aime bien votre uniforme, j'aimerais prendre une photo avec vous, un selfie, il ne va pas hésiter. Il va dire oui. Mais chez nous, il faut l'avouer, notre police, moi je dirais que cette police, elle a aussi des préjugés, elle a aussi une certaine pression et elle a ce manque de confiance qu'elle doit aussi gagner. C'est des deux côtés. Moi, je pense que c'est un travail, c'est à vous. Hein, nous, on peut informer, mais je pense que les acteurs associatifs, vous faites vraiment super bien votre boulot. Madame Malika Saïsi, nous avons déjà dépassé les 30 minutes que nous voulions faire. J'espère pouvoir encore avoir le plaisir de vous avoir sur notre chaîne Zineke TV. Nous n'avons fait ici que ouvrir la parenthèse du vivre ensemble, du construire ensemble, comme pour citer Monsieur Albert Guégui, donc le grand rabbin de Bruxelles. Donc il a dit, au lieu de dire on vit ensemble, nous allons construire ensemble. Et je m'inscris dans ce qu'il dit. Et c'est ce que vous faites, vous et plein d'autres associations, plein d'autres coordinateurs ou de responsables de projets. Avant de clôturer, pour ne pas oublier un point très important, vous avez commencé une très belle initiative dans l'audiovisuel. Vous êtes aussi, je dirais, animatrice de vidéos, de reportages. Et vous l'avez appelé, je vais vous laisser dire. Vous l'avez appelé comment? Allo Corona. Alors, Allo Corona consiste en quoi? En fait, c'est très très simple. Le Allo, c'est parce que de mes deux téléphones ici, au début,
tout au début, quand ce drame, parce que c'est un drame, le 15 mars, nous sommes confinés, le téléphone n'arrêtait pas. Des questions, des tristesses, des pleurs, des frustrations, des colères, des inquiétudes. Alors on peut écouter, vous et moi on peut écouter, mais on n'a pas toutes les réponses. Et il y a des experts pour ça, au niveau psychologique, au niveau médical, au niveau politique, environnemental, au niveau santé, etc. Donc, c'est vraiment né de ce fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui appellent pour avoir des réponses et qui avaient des inquiétudes. Alors nous avons installé des capsules, des sortes d'émissions dans lesquelles nous invitons des experts, et c'est les personnes qui interpellent ces experts avec leurs questions précises à partir du thème. Écoutez, j'ai vu vos émissions, je les aime énormément, et c'est d'ailleurs pour laquelle nous sommes en tant que Zineke TV, c'est une plateforme, c'est un podium pour faire valoir le travail des autres. Nous sommes à grand plaisir, nous voudrions aussi les mettre sur notre plateforme. C'est le but finalement. Nous sommes le vecteur de ce qui se passe de bien dans la société, et aussi informer les gens de ce qui pourrait se passer de bien ou de mal, tout en espérant que ça aille beaucoup mieux dans le futur. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci de votre présence, chers amis de Zineke TV, ou chers spectateurs, chers suiveurs. Merci d'avoir accordé près de 40 minutes à cette émission, mais ça valait la peine, avec une grande dame, Madame Malika Seisi. Beste vrienden, echt bedankt om ons te volgen. Natuurlijk komen we terug met Malika Seisi op deze verschillende onderwerpen om de samenleving te bouwen of te herbouwen. إخواني أخواتي كنشكركم على المتابعة ديالكم وإلى اللقاء. السلام عليكم. Merci. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين. أنزل القرآن أهلنا بك يا هلال سلام عليك يا رمضان. أهلنا بك هلال سلام عليك يا رمضان.